Bonjour, vous êtes bien sur Sonar et vous écoutez le deuxième épisode de Vive Albertine, l'itinéraire d'une punk. Dans le précédent épisode, nous nous sommes intéressés à la jeunesse de Vive Albertine. Une jeunesse passée à la croisée de deux époques que tout semble opposer. D'un côté, les swinging 60s avec leurs idéaux, leur insouciance et leur désir de liberté, et de l'autre, les terribles et sinistres années 70, bien plus agressives et cyniques. C'est porté par les qualités parfois contradictoires de ces deux périodes que Vive Albertine vit son adolescence, passant d'école en école, d'emploi en emploi et aussi de copain en copain. Mais malgré tous ces changements, une chose reste constante, son amour pour la musique. Depuis toujours, la musique l'accompagne. Elle rythme aussi bien l'évolution de la société britannique que les différentes étapes de sa vie. Et c'est finalement à l'âge de 21 ans, après avoir découvert sur scène les Sex Pistols, qu'elle se sent enfin capable de réaliser son rêve et de faire, elle aussi, de la musique. Sa décision est prise. Elle ne sera ni une groupie ni une mère au foyer, mais bien une musicienne, une punk, une femme libre, forte et autonome, prête à faire bouger les choses. Chic ou pas, elle le fera. Elle est prête à tout, et tant mieux, car la route est longue. Ride it all out like a bird in the sky was. Ride it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat. Nous sommes donc en 1976. Vive veut faire de la musique et pour elle, cela passera par la guitare. Quand elle était ado, elle a flashé sur le jeu de Mark Bolan de T-Rex dans Riding a White Swan et maintenant, elle veut faire pareil. Conseillée par Mick Jones, Vive Albertine achète alors une Les Paul Junior de 1969. Une vraie guitare, à la fois sérieuse, élégante et simple. C'est un gros investissement, mais une fois l'instrument en main, elle se sent pour la première fois de sa vie, enfin elle-même. Quelques jours plus tard, elle annonce à sa mère qu'elle a quitté son école pour commencer sa carrière de guitariste. Pour elle, il n'y a désormais plus de retour possible. En apprenant la nouvelle, sa mère fond en larmes. Elle s'est sacrifiée toute sa vie pour que sa fille fasse des études et maintenant, elle laisse tout tomber. Vive parvient malgré tout à convaincre sa mère que c'est son destin et qu'elle contrôle la situation. En réalité, elle ne contrôle absolument rien. À vrai dire, elle ne sait même pas encore jouer de la guitare. Heureusement, son ami Keith Levin lui apprend les bases et l'encourage à continuer et à trouver son propre style. Cette question du style obsède Vive. Pour elle, il est impossible de reproduire le jeu des guitaristes mecs souvent très lourds et démonstratifs. Elle ne peut pas non plus imiter des guitaristes femmes comme Joni Mitchell ou Joan Baez. Elles sont tout simplement trop géniales et, en plus, elle préfère l'acoustique à l'électrique. Vive Albertine ne peut donc pas s'identifier à elle et les prendre pour modèle. Il lui est également impossible de prendre modèle sur les chanteuses très proprettes et artificielles qui défilent à la télé comme, par exemple, Olivia Newton-John, qui en 1974 participe d'ailleurs à l'Eurovision avec son titre « Long Live Love ». Voilà, pour les jeunes comme Vive, ce genre de musique est absolument inécoutable. C'est mièvre, ringard au possible et ça ne leur parle tout simplement pas. Mais qu'on le veuille ou non, les années 70, c'est aussi ça. Un besoin de regarder en arrière et de se complaire dans la nostalgie. Une tendance qui se confirme 4 ans plus tard avec l'énorme succès public de Grease, ce monument kitsch aux années 50 dans lequel Olivia, encore elle, donne la réplique à John Travolta.
Mais revenons à Viv. En 1976, elle doit se construire sans modèle et chercher par elle-même le son qui lui correspond. Dans cette recherche, elle ne se préoccupe pas du rythme ou des gammes pour se concentrer uniquement sur ce qu'elle aime et ce qu'elle connaît. Elle tâtonne donc, expérimente beaucoup et essaie de reproduire des cris d'animaux ou même d'imiter le style de jeu de John Cale, avant de se rendre compte plus tard qu'il joue du violon et de la viole et non de la guitare. Malgré les plaintes de ses voisins et ses propres doutes, Viv Albertine persévère, progresse et parvient à se créer une identité musicale faite de tonalités dérangeantes, dangereuses et stridentes. Elle travaille aussi à partir de motifs répétitifs, proches des comptines de son enfance, comme dans Instant Hit, qu'elle enregistrera bien plus tard avec les Slits. Dans ce morceau, le rythme entêtant et hypnotisant du chant et de la flûte contraste fortement avec le propos des paroles, l'addiction à l'héroïne de son ami Keith Levin, à présent guitariste des Clash. On écoute. Pour le moment, Viv Albertine ne fait partie d'aucun groupe, mais elle compte bien y remédier. Elle a beau n'être qu'au début de sa formation de musicienne, elle ressent l'envie et le besoin de jouer avec d'autres. Après tout, si Paul Simonon a pu apprendre à jouer après avoir intégré les Clash, elle doit aussi en être capable. Ce groupe, ça sera donc les Flowers of Romance, avec notamment Sarah Hall à la basse, Paloma, la copine de Joe Strummer, aussi appelée Palmolive, à la batterie, Keith Levin et Viv à la guitare, et Sid Vicious, un copain de Johnny Rotten, au chant et au saxophone. C'est le tout premier groupe punk mixte, et pendant l'été 1976, ils se voient tout le temps et enchaînent les reprises des tubes des Ramones comme Blitzkrieg Pop. Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Ils se donnent à fond. Personne ne loupe une répétition. Ils veulent tous y arriver, mais rapidement, l'ambiance se dégrade. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble et ne parviennent pas à produire une seule chanson. Et en plus, Sid se révèle ultra exigeant, voire même tyrannique avec ses partenaires. Cependant, même si les répétitions se transforment en calvaire, Viv s'accroche. Elle a fait pleurer sa mère pour entrer dans ce groupe et ne veut pour rien au monde jeter l'éponge. Malheureusement, elle n'aura pas le choix. Quelques semaines plus tard, elle apprend par son copain d'alors, Johnny Thunders, que Sid a l'intention de la virer de son propre groupe. Pour Viv, c'est un nouvel échec. C'était Born to Lose de Johnny Thunders, un des tubes des Heartbreakers, son second groupe après les New York Dolls. Avec Patti Smith, Richard Hell, les MC5, les Ramones ou Iggy Pop par exemple, Johnny Thunders est un symbole du punk américain. Tous ont fait leurs armes dans des clubs de New York comme le très célèbre CBGB, et c'est leur musique et leur style qui ont ensuite influencé le punk britannique. Inutile donc de préciser que lorsqu'il arrive à Londres pour sa tournée européenne, Johnny Thunders jouit d'une grande notoriété auprès des autres musiciens. Il est célèbre et, en plus, extrêmement charmant. Viv commence à sortir avec lui alors que sa relation avec Mick est au point mort. Ils n'arrêtaient pas de se séparer et de se rabiboucher quand Johnny est arrivé et... Entre lui et elle, ça a été le coup de foudre. C'est donc par sympathie pour Viv que Johnny a voulu la prévenir de l'intention de Sid de la virer des Flowers of Romance. En apprenant la nouvelle, Viv est dévastée. C'était son projet, toute sa vie. Histoire de la réconforter,
Johnny lui propose de l'héroïne. Viv a toujours refusé d'en prendre, mais cette fois, elle accepte. Elle a besoin de s'évader et d'oublier. Johnny prépare donc la seringue et le rituel commence. Garrot, cuillère qu'on réchauffe, veine qu'on pince et qu'on pique. Rien d'excitant. Elle prend son fixe, vomit et part loin. Quelques heures plus tard et toujours défoncée, elle retrouve Sid chez elle. Pour avoir vu sa mère dans le même état, il comprend vite que Viv a pris de l'héroïne. Sid lui annonce quand même la nouvelle et, comme elle ne réagit pas, il lui demande si elle a besoin qu'il reste. À moitié consciente, elle répond par la négative et reste là, sur le sol de sa chambre, défoncée et seule. Plus tard, Viv tente de répéter avec les Heartbreakers, le groupe de Johnny. Il commence par une reprise de These Boots Are Made for Walking de Frank et Nancy Sinatra. Elle chante maladroitement et puis s'effondre sur une chaise. Elle transpire et, surprise, son bras est noir. Johnny a dû rater la veine. Après cet épisode, Viv ne prendra plus jamais d'héroïne et comprendra qu'elle ne veut ni être avec Johnny ni avec Mick. Elle a besoin d'être seule pour s'affirmer et montrer au monde ce dont elle est capable. Pour elle, le simple fait d'être en couple l'empêche de s'émanciper et d'être considérée comme une artiste à part entière. Elle rejette donc toute relation de couple, gagne son indépendance et lutte par elle-même contre toutes les formes de diktat ou de limites que la société lui impose. Ce combat, c'est aussi celui du Women's Liberation Movement et de la seconde vague féministe. Cette vague de protestation trouve ses origines dans les écrits de femmes telles que Simone de Beauvoir ou Betty Friedan par exemple. Toutes ont cherché à libérer les femmes de leurs conditions. Une condition que John Lennon qualifiera même d'esclave dans cette chanson écrite en 1972 et au titre très évocateur « Woman is the nigger of the world ». Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. Cette seconde vague féministe commence à se développer aux États-Unis pendant les années 60 en parallèle du mouvement des civil rights et des protestations anti-guerre du Vietnam. Comme pour le punk, ce n'est qu'après que le mouvement gagne l'Angleterre. À cause de l'ampleur des manifestations et des grèves, le gouvernement britannique se retrouve obligé de voter plusieurs lois pour lutter contre toutes les inégalités et discriminations dont les femmes sont victimes. L'une d'elles est l'Equal Pay Act, voté en 1970 et appliqué à partir de 1975. Grâce à cette loi, le salaire d'une femme passe de 59 à 73% de celui d'un homme. L'écart, bien qu'encore énorme, a été considérablement diminué. Cette amélioration non négligeable ouvre la voie à de nombreuses autres réformes comme l'Employment Protection Act et le Sex Discrimination Act en 1975. Même si toutes leurs attentes ne sont pas remplies, les féministes auront réussi à marquer les mentalités et à lutter ensemble pour leurs droits. Et si le chemin reste encore long pour atteindre une véritable égalité, les femmes ne se laisseront plus faire, comme le chante d'ailleurs l'austro-américaine Helen Reddy en 1971 dans I Am a Woman, l'hymne de cette seconde vague féministe. I am woman, watch me grow, see me standing toe to toe, as I spread my loving arms across the land. But I'm still an embryo, with a long, long way to go, until I'll make my brother understand. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I've paid a price, but look how much I gain if I
comme Helen Reddy et les féministes britanniques, Viv Albertine et les autres punks revendiquent aussi leur indépendance et leur autonomie. Cependant, ils le font à leur façon. Sans manifester ou revendiquer une quelconque étiquette, ils vivent pleinement leurs idéaux au quotidien. Avec eux, un nouveau mode de vie émerge et la sexualité prend alors une valeur inédite. Cette nouvelle vision de la sexualité peut s'envisager en quelque sorte comme le prolongement nihiliste de la libération sexuelle initiée par les hippies dans les années 60. En effet, après le désenchantement du Summer of Love en 1967, l'amour apparaît comme une arnaque et le sexe n'est plus considéré que comme une simple marchandise dépourvue d'engagement sentimental. Il n'est plus question dès lors d'attachement, de mariage ou de rapport de dépendance ou de domination. Pour les jeunes punks, seul compte la liberté et l'indépendance. Et c'est pour cette raison que tous vivent dans des squats, ces lieux souvent sales et abandonnés où ils se réfugient et forgent ensemble le creuset de la culture underground britannique, qui bientôt envahira Londres et le monde. Cette quête d'indépendance et de liberté passe aussi par une réinvention des codes vestimentaires. En effet, après la fameuse jupe courte des Swinging 60s, la génération punk va encore plus loin et bouscule absolument tout. Ils détournent les attributs de la culture BDSM, affichent ouvertement toutes sortes de symboles sexuels et vont même jusqu'à s'approprier des symboles nationaux, voire même fascistes. Toute une panoplie que les punks se procurent principalement dans le royaume du cuir et du PVC, la bien nommée boutique Sex de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols. First thing you notice is that punk rock fans look as devastating as their music sounds. Torn clothes are held together with safety pins. There's lots of black leather and bizarre hair, and the whole idea is to shock outsiders. Mais, malgré les apparences, ce style vestimentaire n'est en aucun cas négligé ou gratuitement provocateur. Il est au contraire le résultat d'une longue recherche et même d'une volonté politique de révéler ce qui est souvent caché, que ce soit par puritanisme ou toute autre convention sociale. Évidemment, le style et l'attitude des punks servent aussi à déranger et quitte à provoquer des réactions parfois très violentes, comme le prouvent les 2 coups de poignard qu'a reçu Harry Up, la chanteuse des Slits. Heureusement, les blessures n'étaient pas profondes et ne l'ont pas empêchée de continuer à être elle-même, toujours aussi indomptable, provocatrice et déchaînée. C'est d'ailleurs cette même Harry Up que Viv Albertine découvre sur la scène du Coliseum en 1976, seulement 4 mois après s'être fait jeter des Flowers of Romance. Harry Up n'a que 14 ans, mais elle brûle déjà d'une insolente confiance en elle. Elle est sauvage, survoltée et totalement désinhibée. Elle danse avec toute sa créativité, sa force et son insouciance. En un sens, elle rappelle à Viv Albertine la performance de Johnny Rotten 1 an plus tôt à la Chelsea School of Art, ou encore son passage remarqué avec les Sex Pistols sur Today, l'émission télévisuelle de Bill Grundy. It's what? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heaven. Ça peut ne pas paraître choquant aujourd'hui, mais à l'époque, dire merde ou traiter de vieux salopard un présentateur télé, c'est tout bonnement du jamais vu. Et par conséquent, cet incident provoque immédiatement un tollé dans la presse populaire britannique. Le Daily Mirror en fait même sa couverture avec le titre désormais célèbre de The Filth and the Fury, l'obscénité et la fureur. Dirty sod. You dirty old man. Well, keep going, Chick, keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something You outrageous. dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Et oui, les Sex Pistols ne sont pas là pour faire joli ou pour être gentils. Ils ne cherchent pas à divertir, mais bien à s'exprimer, et ce qu'ils ont à dire n'est pas plaisant. C'est donc cette authenticité à l'épreuve de tout qu'incarne également la jeune Harry Up ce soir-là au Coliseum. Derrière elle, il y a la londonienne Tessa Pollitt à la basse et l'espagnole Palmolive déjà présente dans les Flowers of Romance à la batterie. Leur musique, bien que bancale et parfois même chaotique, est le reflet de leur passion et de leur vitalité. Elles sont survoltées et n'ont pas peur d'aborder leur quotidien de jeunes femmes issues de la banlieue londonienne. Elles ne cherchent pas à se mythifier en déesses du rock, mais au contraire à glorifier la banalité de leurs conditions de banlieusardes. Viv Albertine est subjuguée par ce spectacle et dès le lendemain, elle les contacte et les rejoint. Les Slits ne seront pas qu'un groupe, mais bien une nouvelle famille, et ensemble, elles sont prêtes à tout affronter. Après le traumatisme des Flowers of Romance, Viv appréhende un peu les premières répétitions avec les Slits. Elle est vite soulagée quand elle se rend compte que, comme elle
Les filles sont inexpérimentées mais déterminées. Viv se sent alors assez à l'aise pour leur montrer une chanson qu'elle a composée à propos de Sid. Elles adorent et se lancent. Cette chanson, c'est So Tough. Viv Albertine a écrit cette chanson après avoir parlé avec Johnny Rotten de la façon dont Sid Vicious semblait perdre le contrôle de sa vie. Et en effet, depuis quelque temps, son attitude l'entraîne régulièrement dans des bagarres et des situations qui le dépassent. Il séjourne même en prison après avoir accidentellement éborgné une pauvre jeune femme en jetant un verre dans la foule d'un concert. Sid Vicious, de son vrai nom John Simon Ritchie, est en train de devenir une légende punk au détriment même de sa vie et de sa nature profonde. Car, au fond, d'après ses amis les plus proches, Sid était un gamin plutôt intelligent et sensible avec une bonne dose d'humour et d'ambition. Cependant, cette version de lui disparaît progressivement au profit de sa persona de punk autodestructeur. C'est même grâce à elle, et non à ses talents de musicien, qu'après avoir participé au premier concert du groupe de Siouxsie, il réussit à intégrer les Sex Pistols. Il remplace alors Glenn Matlock et devient malgré son inexpérience le bassiste officiel du groupe. Avec eux, il reprendra Belsen Wassegas, un morceau provocateur à souhait, écrit quelques mois plus tôt alors qu'il faisait encore partie des Flowers of Romance. Pendant ce temps, Viv s'est réconcilié avec Mick, ce qui aide les Slits à rejoindre les Clash pour leur tournée de 1977, le White Weird Tour. Une fois sur scène, elles rugissent, gueulent et se battent dans des explosions d'énergie et de bruit. Elles sont invincibles et libres. Tellement libres même qu'une fois, Harry Up pisse sur scène, non par provocation, mais simplement parce qu'elle en avait envie et que c'était le plus pratique à ce moment. Seulement, tout ce joyeux bordel ne se limite pas qu'au concert et chaque étape de la tournée apporte un nouveau lot de complications. Un jour, elles se font virer du bus, un autre jour, c'est l'hôtel qui les refuse. Mais le bouquet final arrive lorsque Mick Jones défonce la porte de la chambre des Subway Sect. Il soupçonne Viv de le tromper avec Rob, le guitariste de ce groupe. Et c'est vrai, depuis quelque temps, ils sont inséparables. Et même si leur relation n'est pour l'instant que platonique, Mick ne peut tolérer de les voir si proches. Il entre donc de force dans la chambre et les voit tous les deux allongés sur un lit. Certes, ils ne font rien, mais cette image est insupportable et injustifiable. La situation dégénère donc rapidement jusqu'à aboutir à une mêlée générale dans les couloirs de l'hôtel. Peu de temps après cet épisode, la tournée prend fin, et Mick et Viv se séparent de nouveau. Et puis le 7 juin 1977, c'est le jubilé d'argent de la reine Elisabeth II. Cette cérémonie célèbre les 25 ans de son règne et pour l'occasion, les Sex Pistols chantent avec toute la violence et l'ironie qui les caractérise leur single « No Future », rebaptisé en douce par leur manager Malcolm McLaren « God Save the Queen ». Potential hate bomb.
Alors que Johnny Rotten chante nos futurs, le mouvement punk est en train de mourir. En effet, Malcolm McLaren a fait des Sex Pistols une simple marque, un produit commercial, et seul compte désormais la couverture médiatique et le profit. Rattrapé par l'argent, le punk a perdu les ambitions de ses premières années. Johnny Rotten quitte donc les Sex Pistols seulement quelques mois plus tard, en janvier 1978, après un concert au Winterland à San Francisco. À cette occasion, ils jouent pour leur dernier morceau le titre No Fun. Pendant encore quelques minutes, Johnny Rotten fait éclater toute sa colère, sa déception et sa frustration. Malcolm McLaren les a trompés et manipulés sur toute la ligne et maintenant, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. L'aventure des Sex Pistols est déjà terminée. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. Les Sex Pistols se séparent et le mouvement punk n'en a maintenant plus pour longtemps. La fin du punk se confirmera d'ailleurs l'année suivante, en février 1979 à New York. Sid s'y est rendu avec sa copine Nancy après la dissolution des Sex Pistols. Ils se sont rencontrés 2 ans plus tôt à Londres et sont depuis follement amoureux l'un de l'autre. Ils espèrent maintenant commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Sid va lancer sa carrière solo et ensemble ils vont réussir à sortir de la drogue. Ils se marieront même peut-être. En tout cas, c'est leur plan. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. La réputation de Sid le suit même à New York et l'amène à se mettre à dos toute la presse et la scène musicale américaine. Sid et Nancy n'arrivent pas non plus à ralentir leur consommation de drogue. Au contraire même, ils deviennent accros à la méthadone, substitut de l'héroïne à laquelle ils ajoutent d'autres drogues médicamenteuses comme le Tuinal ou le Dilaudid pour n'en citer que 2. La descente aux enfers du jeune couple punk s'arrêtera brutalement dans la nuit du 11 au 12 octobre 1978 avec la mort de Nancy, alors âgée de seulement 20 ans. Son corps est retrouvé dans la salle de bain de leur miteuse chambre du Chelsea Hotel, un couteau de chasse planté dans son estomac. Sid est immédiatement accusé par les premiers rapports d'enquête et, par la suite, les médias. S'il se reproche lui-même la mort de Nancy, en réalité il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il est sous le choc et est incapable de se défendre, comme on peut d'ailleurs l'entendre dans cette interview. And what do you think made it happen? It was meant to happen. Nancy always said she'd die before she was 21. Sid apparaît là complètement dépassé et détruit. Quand le journaliste lui demande comment Nancy est morte, il ne répond qu'en disant que ça devait arriver, que c'était son destin. Aujourd'hui encore, sa mort reste inexpliquée. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un suicide, d'une querelle de couple qui a mal tourné ou de l'issue tragique d'un deal. Une chose est sûre, la tragédie de Sid Vicious ne s'arrête pas là pour autant. What would you like to happen now over the next, say, year or two? I'd like to have fun. What sort of fun? Any kind of fun, just fun. That's my object in life. Are you having fun at the moment? Are you kidding? No, I'm not having fun at all. Sid ne s'amuse pas et ne s'amusera d'ailleurs plus. Le 22 octobre, toujours tourmenté par la mort de Nancy, il tente de se donner la mort en s'entaillant le bras. Il est alors interné à l'hôpital de Bellevue et son geste est interprété comme un signe de culpabilité par la presse. Pourtant, malgré toutes les accusations et l'opinion publique, son avocat le défend si bien lors de son procès le 1er février qu'il est acquitté et retrouve la liberté. Mais, à sa sortie du tribunal, sa mère le retrouve et lui offre pour l'occasion un sachet d'héroïne. Ce soir-là, toujours rongé par la mort de Nancy, il se shoot pour la dernière fois. Le lendemain matin, Sid Vicious, de son vrai nom John Simon Ritchie, est déclaré mort d'overdose. Une seringue, des traces d'héroïne, c'est ce qui a fait penser que le bassiste de l'ancien mais fracassant groupe britannique punk rock Sex Pistols s'est donné la mort en s'injectant de l'héroïne. Il était sorti de prison jeudi, incarcéré depuis le 6 décembre dernier, à la suite d'une rixe dans une boîte de nuit de New York. Le musicien avait été libéré après avoir déposé une caution de $50 000. Mais il était aussi et surtout accusé du meurtre de son ami à New York. À peine libéré, Sid Vicious a rejoint dans la mort celle qu'il aimait. Il n'avait que 21 ans et tout au long de sa courte vie, il aura vécu pour le meilleur et pour le pire, à sa façon.
La fin du mouvement punk coïncide également pour Viv avec un événement personnel majeur. C'est en effet à ce moment qu'elle décide d'avorter. Après le White Weird Tour, elle et Mick se sont remis ensemble et elle est tombée enceinte. Seulement, avoir un bébé est la dernière chose qu'elle veut. Elle n'a que 24 ans et ne veut pas prendre le risque de rater sa vie. Et puis, la mise en adoption n'est pas non plus envisageable. Pour elle, ça serait tout simplement encore plus cruel que la mort. Elle prend alors rendez-vous au dispensaire et s'y rend seule. Pas besoin de prévenir Mick. Elle ne veut rien éprouver et retourner le plus rapidement possible auprès des Slits, des concerts et de la musique. Malheureusement, après toutes ces tournées et ces tragédies, les Slits ne sont plus aussi motivés qu'avant et Viv se sent bien seule à vouloir continuer le combat. Elle est d'autant plus isolée que, pendant ce temps, Mick est en tournée. Elle est épuisée, autant physiquement qu'émotionnellement, et finit même par choper une pneumonie. À l'hôpital, Viv veut maintenant elle aussi tout arrêter. Elle ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Elle convoque donc les filles pour leur faire part de son état d'esprit. Palmolive est la seule à ne pas venir. Viv impose alors à Tessa et Harry un ultimatum. Elle continuera avec les Slits uniquement si elle s'implique davantage et que Palmolive part définitivement. À sa surprise, elles acceptent et la lourdent elles-mêmes quelques jours plus tard. Pendant ce temps, Viv en profite pour se refaire une santé. Elle vide ses poumons de leur mucosité, se repose et arrête même complètement de fumer. À sa sortie d'hôpital, elle a perdu beaucoup de poids mais se sent néanmoins prête pour une nouvelle grande aventure. L'enregistrement de Cut, le premier album des Slits. Comme producteur, elles veulent Chris Blackwell, le patron de leur label favori, Island Records. Il est spécialisé dans le reggae et a déjà produit de célèbres artistes comme Jimmy Cliff, les Skatalites ou Bob Marley. Chris Blackwell est séduit par l'énergie des Slits et leur fait signer un contrat tout à fait honorable. Leur collaboration commence par l'enregistrement d'un EP. C'est une reprise de I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye. À la batterie, le Jamaïcain Max Edwards les a rejointes pour remplacer Palmolive. C'est un professionnel qui a déjà fait ses preuves. Les filles se doivent par conséquent d'être à la hauteur, et c'est loin d'être facile. Ce n'est que la deuxième fois après leur Peel Session, 2 ans plus tôt, qu'elles entrent dans un studio. Pourtant, malgré leur inexpérience et leurs doutes, la première prise est immédiatement réussie. C'est une explosion de vie et de créativité. L'EP est dans la boîte. Maintenant, elles vont pouvoir passer à la prochaine étape, l'enregistrement de l'album. C'était Sonar et vous venez d'écouter le 2e épisode de Vive Albertine, itinéraire d'une punk. J'espère que ce nouveau chapitre vous a plu. Comme d'habitude, la playlist sera publiée sur les réseaux sociaux où vous retrouverez également d'autres informations. Voilà, je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour l'ultime épisode. À bientôt. Ciao. Yeah.